Bonjour, on se retrouve dans le deuxième chapitre de notre première unité sur la géodynamique externe de la Terre, intitulé La stratigraphie et les subdivisions du temps géologique. Le plan de notre cours est le suivant. On commencera par la notion de datation relative, reposant premièrement sur les principes de stratigraphie et deuxièmement sur le principe d'identité paléontologique. On enchaînera avec les différentes subdivisions géochronologiques, c'est-à-dire les subdivisions des temps géologiques, à savoir les discordances, les lacunes et les cycles sédimentaires. Et on terminera par l'échelle stratigraphique. Et pour chaque activité, on aura des exercices intégrés afin de mieux assimiler les notions étudiées. Et vous allez voir, c'est un chapitre très passionnant. On commence notre première activité sur la datation relative qui repose sur les principes de stratigraphie. Et on débute par une propriété très importante des roches sédimentaires appelée la propriété de stratification. Premièrement, c'est quoi la stratigraphie? Le terme stratigraphie est divisé en deux parties, strati qui veut dire strate et graphie qui veut dire description. Donc la stratigraphie, c'est quoi? C'est une science qui étudie la succession des strates et des couches sédimentaires. Et ces études vont nous permettre, premièrement, de reconstituer l'évolution des dépôts sédimentaires au cours du temps. Les dépôts sédimentaires et leur classement, c'est-à-dire leur ordre chronologique de dépôt, ainsi que leur évolution, tout ce qui est arrivé à ces dépôts sédimentaires au cours des temps géologiques. Aussi, elle nous permet de donner une datation relative de ces strates sédimentaires, d'ordonner dans le temps les uns par rapport aux autres, que ce soit les événements et aussi les structures géologiques. Qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le plus ancien, qui est le plus récent. Donc, c'est une datation relative qu'on va détailler par la suite dans une prochaine activité. On arrive à la propriété de stratification qui annonce que la disposition des roches sédimentaires, elle se fait en strates ou en couches superposées. Superposées, c'est-à-dire une strate en dessus de l'autre. Il y a une superposition dans le dépôt des strates sédimentaires. Sachant que la strate, c'est quoi? C'est une couche géologique d'épaisseur variable. Elle peut être d'une très faible épaisseur de quelques centimètres, comme elle peut être très large de plusieurs mètres de largeur. Si on prend par exemple sur cette image, on a plusieurs strates qu'on a numérotées de 1 jusqu'à 6. Chaque strate, elle se distingue par sa couleur, sa nature minérale et sa texture. Donc on voit très bien que les couches sédimentaires ou bien les strates qui forment cette colonne stratigraphique, elles ont différentes couleurs. Aussi, la strate, elle constitue la plus petite unité des ensembles sédimentaires. Chaque strate, elle présente deux limites qu'on appelle les joints de stratification. La limite inférieure, c'est le mur de la couche et la limite supérieure, c'est le toit de la couche. Par exemple, ici, on prend la couche numéro 4 ou bien la strate numéro 4 et elle a deux joints de stratification, le mur en dessous et le toit en dessus. On entame maintenant les différents principes de stratigraphie, mais toujours, avant de commencer, on doit premièrement définir la datation relative. Quand on dit on va donner la datation relative de couches ou bien de strates sédimentaires, ça consiste en quoi? C'est une chronologie relative qu'on doit différencier de la datation absolue. La datation absolue, elle donne la date exacte de formation d'une couche sédimentaire. C'est la datation qui se base sur le carbone 14, alors que la datation relative, c'est relatif. C'est une datation qui n'est pas très exacte, mais c'est surtout un ensemble de méthodes qui permettent d'organiser de manière chronologique des événements géologiques les uns par rapport aux autres sans fournir de dates précises. C'est-à-dire on va donner l'ordre chronologique de formation des couches sédimentaires ou bien des événements géologiques, mais surtout par rapport aux autres, qui est le plus ancien, qui est le plus récent, mais sans donner des dates précises. Donc, tous les principes qu'on va voir, qui sont les principes de stratigraphie, ils donnent une datation relative des strates sédimentaires, à savoir le principe d'horizontalité, de superposition, de continuité, de recoupement et d'inclusion, et on va voir tout de suite chaque principe en détail. On commence par le principe d'horizontalité. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'horizontalité des couches sédimentaires? C'est-à-dire que ces couches se déposent horizontalement, de façon horizontale, parallèlement à la surface de la Terre, bien sûr. Comme on voit ici sur l'image, donc ce sont des strates qui sont horizontales, parallèles à la surface de la Terre. Une séquence sédimentaire comme celle-ci
qui n'est pas en position horizontale, on voit qu'elle est déformée, c'est-à-dire qu'elle a subi des déformations postérieures à son dépôt. Quand on dit postérieure, on veut dire après. Donc, ces couches sédimentaires qui étaient horizontales, elles se sont déposées de manière horizontale. Elles ont subi des forces compressives et se sont pliées. Donc, on a un plissement des couches sédimentaires. Elles ne sont plus horizontales, elles sont déformées. Donc, ce plissement ou ces déformations, elles sont postérieures au dépôt des strates sédimentaires. Mais l'origine des couches sédimentaires, c'est l'horizontalité. Le deuxième principe, c'est le principe de superposition. Qu'est-ce qu'il annonce, ce principe? Il nous dit qu'en l'absence de bouleversement tectonique, c'est-à-dire de force tectonique, que ça soit compressive ou extensive, une couche sédimentaire, elle est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pour bien comprendre cet énoncé, on doit étudier cette colonne stratigraphique. Ça, c'est une colonne stratigraphique formée de plusieurs strates sédimentaires qu'on a mentionnées par les lettres de A jusqu'à I. Si on prend par exemple la strate B, il nous dit qu'elle est plus récente que celle qu'elle recouvre. Donc B, elle est plus récente que la strate A parce que B recouvre A. Alors que B, elle est plus ancienne que celle qui la recouvre parce que la strate C recouvre B, donc B est plus ancienne que C. C'est ça le principe de superposition. Si on veut donner l'ordre chronologique de dépôt des strates représentées sur la colonne stratigraphique, qu'est-ce qu'on va dire? La strate A, c'est la plus ancienne parce qu'elle se trouve en dessous, alors que la strate B, elle est plus récente que A, C plus récente que B, D, elle est plus récente que C, E plus récente que D, donc D plus ancienne que la strate E, comme on a écrit dans la phrase. La strate G est plus récente que la strate F. La voilà G, elle recouvre la F, donc elle est plus récente qu'elle. Et la strate I, c'est la plus récente de toutes les strates de la colonne stratigraphique. Donc l'ordre de dépôt des strates de la plus ancienne à la plus récente, donc c'est le dépôt de la strate A, c'est la plus ancienne, puis dépôt de B, puis de C, D, E, F, G, H, et I vient se déposer en dessus de toutes les strates qui se trouvent, donc c'est la plus récente. Toujours dans le principe de superposition, mais cette fois-ci, on va voir les limites du principe de superposition. C'est-à-dire, dans ces limites-là, on ne peut plus appliquer le principe de superposition. La première limite, c'est le cas des terrasses étagées qu'on a déjà vu dans le premier chapitre. Dans ces terrasses étagées, on voit que les terrasses anciennes, elles se retrouvent en haut et les terrasses les plus récentes se trouvent en bas. C'est-à-dire, plus on descend vers le lit du fleuve, où l'érosion est plus abondante par rapport à la sédimentation. Donc voilà, ça c'est le lit du fleuve, c'est la profondeur du fleuve. On trouve les terrasses les plus récentes ici, au niveau de la profondeur du lit, et les plus anciennes se trouvent en bordure. Donc, cette strate-là, c'est la plus ancienne. Celle-ci, elle était au début sur toute cette étendue, et après l'arrivée du courant d'eau, elle a subi une érosion, et cette érosion a donné une suppression de la strate au niveau du milieu, et les restes de cette strate, on les trouve sur les bords. La même chose pour celle-ci, elle s'est déposée en second lieu, donc celle-là, elle est plus récente que celle-là. Et enfin, ici, on trouve les dépôts actuels, c'est-à-dire les plus récents de tous les dépôts fluviatiles au niveau des terrasses étagées. Deuxième limite du principe de superposition, c'est le cas des déformations tectoniques de type pli couché. Au début, les strates étaient horizontales, elles ont subi des forces compressives, comme vous voyez, et elles ont commencé à se plier. Donc, on voit ici, c'est le pli dû à ces forces compressives. Avec l'accroissement des forces compressives, on voit que le pli commence à se coucher. C'est pour ça on dit jusqu'à ce qu'il se couche totalement. On dit que c'est un pli couché. Il y a renversement total de l'ordre normal de la série sédimentaire, de l'ensemble sédimentaire. Pour mieux le comprendre, on prend par exemple cette couche, la couche F, et on prend la strate E. En principe, c'est un pli couché. Comme vous voyez, la continuité des couches nous donne
la formation de chaque strate. La strate F, c'est la strate B, c'est la même strate. Elle est continue comme ça. Elle s'est juste pliée et donc cette strate F, elle est en principe plus ancienne que la strate C. Et la strate E, c'est la même strate. Il y a une continuité. Mais si on compare E et F, selon le principe de superposition, on va dire que F elle est plus récente que E parce que F se trouve en dessus de la E. Mais c'est faux. C'est une limite. On ne peut pas appliquer ce principe dans ce cas parce que F, elle est en principe plus ancienne que E puisque c'est la strate B qui est plus ancienne que C. On passe au troisième principe de stratigraphie qui est le principe de continuité. L'énoncé de ce principe, il dit que toute strate limitée par un même toit et un même mur a le même âge sur toute son étendue géographique, quelle que soit la variation latérale de faciès, due au changement de la nature du milieu de dépôt. Si on prend par exemple les strates A et B, on voit que ces deux strates, elles ont le même toit, le voilà, c'est cette strate qui se trouve en dessus, et le même mur, c'est la strate qui se trouve en dessous, en bas. Donc cette strate A et B, selon le principe de continuité, on voit que c'est la même étendue. Ils se trouvent dans la même région. Donc A et B, selon le principe de continuité, elles ont le même âge. Ici, il n'y a pas variation de faciès. Je vais vous dire c'est quoi la variation de faciès. Alors que C et D, on voit que le symbole qu'on a donné pour chacune, il est différent. C'est-à-dire que C et D n'ont pas le même faciès. Mais elles ont le même toit et le même mur. Et ces petits pointillés ici veulent dire que c'est une grande étendue. C'est-à-dire il y a plusieurs kilomètres qui séparent C de D. Donc C et D se sont déposés dans des milieux sédimentaires différents. Mais en même temps, elles ont le même toit et le même mur. Suivez bien. Je vais vous donner la définition du faciès. C'est quoi? C'est un terme latin qui signifie aspect. C'est l'ensemble des caractères lithologiques, c'est-à-dire la composition minérale et la couleur, et paléontologique, c'est-à-dire fossile, d'une roche. Cela veut dire que toute roche, elle a un faciès, elle a un aspect. C'est comme son visage. Ce qu'on voit au niveau de la roche, c'est sa couleur, sa composition minérale, même si on ne la voit pas, on peut l'étudier au microscope, et aussi son contenu en matière de fossiles. Comparer les strates A et B, on voit qu'elles se trouvent sur la même étendue, c'est la même région, elles sont proches, elles se sont formées dans le même milieu sédimentaire, et cette formation dans le même milieu sédimentaire leur donne le même faciès, c'est-à-dire la même nature lithologique. Aussi, elles ont le même mur et le même toit. Ok? On dit que les strates A et B ont le même âge selon le principe de continuité. Et pour C et D, on a dit elles n'ont pas le même faciès, elles ne sont pas sur la même étendue, elles n'ont pas la même nature lithologique, elles n'ont pas le même faciès, mais elles ont le même mur et le même toit. Donc, on dit qu'elles ont le même âge. Maintenant, c'est le principe de recoupement qu'on va étudier et son énoncé nous dit que tout événement, que ce soit une intrusion magmatique, un filon granitique, une faille, un pli, une érosion, une discordance, tous ces événements provoquant un changement au niveau des roches, ils sont postérieurs à la dernière strate affectée et antérieurs à la première strate non affectée. Cet énoncé nous dit que les événements géologiques que peuvent arriver au niveau des roches sédimentaires et qui provoquent un changement au niveau de ces roches, ils sont postérieurs à la dernière strate affectée, c'est-à-dire ils ont intervenu après la formation de la dernière strate qui a subi cet événement géologique, et antérieurs à la première strate non affectée, c'est-à-dire ils sont plus anciens que la première strate qui n'a pas été touchée par cet événement géologique. On commence par les plis et les failles qui sont des déformations tectoniques dues à des forces compressives ou bien extensives. Donc on a ici des strates géologiques, elles ont subi des plis, un plissement et aussi une faille. Donc la faille, elle est récente par rapport aux strates et les plis aussi, ils sont récents par rapport aux strates. C'est-à-dire, petit à petit, vous allez mieux comprendre avec les applications qu'on va faire tout à l'heure. Aussi, on a les érosions et les discordances. C'est-à-dire, selon les conditions du milieu, les strates peuvent subir une érosion, c'est-à-dire elles vont être mises à l'affleurement et vont subir l'érosion. Donc, il y aura érosion des roches anciennes. Pardon, ici, je devais ajouter un petit N. On a deux NES. Et aussi, après la fin de l'érosion, quand les conditions de milieu deviennent favorables à la sédimentation, il y aura dépôt de nouvelles strates
ce qui donne la discordance. La discordance, c'est cette limite entre les strates anciennes qui sont pliées et cassées et cette strate qui s'est déposée en dessus. Aussi, on a le filant. C'est quoi un filant? C'est une lame de roche magmatique ou sédimentaire qui recoupe d'anciennes roches. Donc celles-là, ces roches-là qui sont en couleur, elles sont anciennes par rapport au filant. Donc le filant, il s'est installé au niveau de ces strates et il correspond au remplissage d'une fracture ou d'une fissure. Ces strates, elles ont été fracturées ou bien fissurées et une nouvelle roche s'est installée dedans pour donner un filant. Et ces roches-là, anciennes, elles s'appellent l'encaissant. L'intrusion magmatique, ce sont des roches magmatiques. Donc tout ça qu'on voit en noir, c'est une roche magmatique qui s'est mise en place à l'état fluide dans des formations géologiques préexistantes. Donc ces strates-là qu'on voit en gris, en rouge et en vert, ce sont des strates anciennes. On les appelle aussi l'encaissant. Et l'intrusion magmatique, bien sûr, elle sera récente par rapport à ces strates anciennes. Pour appliquer le principe de recoupement, on va voir un petit exercice intégré qui nous demande d'établir une chronologie relative des événements géologiques qui ont affecté les strates schématisées ci-dessous. Combien de strates on a? On a 1, 2, 3, 4, 5 strates. On a une faille, un filant et une intrusion magmatique. Donc la première chose, c'est le dépôt de la couche numéro 4. C'est la couche qui se trouvait en dessous. Après, c'est déposer la couche 5, puis la couche 6, puis la couche 7. Donc voilà, on a 7 couches ou bien 7 strates sédimentaires qui se sont déposées de façon horizontale. Vient se déposer en dessus la couche 8, c'est la couche qui se trouve en haut. Ces couches ou bien ces strates ont subi une cassure. C'est la faille numéro 1. Cette faille a provoqué le déplacement des couches cassées. C'est pour ça on voit qu'il y a un décalage. Les couches ne sont plus continues sur la même longueur. Pour bien comprendre, ici, il y a un déplacement vers le haut. Ici, un déplacement vers le bas. Ce déplacement vers le haut, il ne laisse plus apparaître la couche 8. Peut-être qu'elle a subi une érosion. Après, puisque le filant, on voit qu'il n'est pas déplacé, c'est-à-dire que le filant, numéro 2, son intrusion, elle s'est installée après la faille. Donc, le filant, il est plus récent que la faille. Et après le filant, vient l'intrusion magmatique. Et pourquoi on a dit qu'il y a intrusion magmatique ici? Elle est plus récente que le filant. Parce que si l'intrusion magmatique n'était pas plus récente que le filant, on devait voir que le filant la coupe elle aussi. D'accord? Donc, puisqu'il n'y a pas ce cas dans notre exemple, c'est-à-dire que l'intrusion magmatique, elle est plus récente que le filant. Donc, c'est ça l'ordre chronologique de tous les événements géologiques qui se sont passés dans cette région. Donc, si on veut établir une petite chronologie relative des événements géologiques qui ont affecté les strates schématisées, donc voilà notre schéma, on va maintenant l'écrire sous forme de petits tirets pour donner la chronologie. Il y a dépôt des strates horizontales, 4, 5, 6, 7 et 8, puis des mouvements tectoniques, bien sûr, ou bien des pressions tectoniques causant la cassure des couches sédimentaires, c'est la faille, apparition de la faille à laquelle on a donné le chiffre 1, et déplacement des couches ou des strates. Ensuite, il y a intrusion du filant, numéro 2, donc voilà le filant. Ensuite, intrusion magmatique, c'est le numéro 3. Ici, les numéros sont un petit peu décalés. Voilà l'intrusion magmatique. On a aussi un deuxième exemple. On nous demande d'établir une chronologie relative des événements géologiques qui ont affecté les strates schématisées ci-dessous. Regardez bien. Donc, on a les strates 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Elles se sont déposées, elles se sont pliées et après, elles ont subi une érosion. Donc, voilà. Dépôt des strates horizontales, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Des forces tectoniques compressives. Pourquoi on a dit qu'elles sont compressives? Parce qu'elles ont donné ou bien engendré un plissement des couches. Donc, la couche 5, elle était comme ça. Et la couche 6, elle était comme ça. Donc, on avait un pli. Mais avec l'érosion, arrêt de dépôt et mise à l'affleurement va donner une érosion des sédiments superficiels. Bien sûr, les sédiments qui se trouvent à la surface. Donc, voilà, érosion. Ensuite, après l'érosion, il y aura dépôt des strates 7 et 8 de façon horizontale et ça a donné une discordance. Donc la discordance,
c'est cette limite-là qui va marquer la limite entre les strates anciennes qui ont été pliées et les strates restantes, cette élite, qui sont encore en position horizontale. Notre cinquième principe de stratigraphie, c'est le principe d'inclusion. Il nous dit que tout objet géologique inclus dans une formation est plus ancien que celle-ci, c'est-à-dire les morceaux de roche inclus dans une autre couche sont plus anciens que leur contenant. Ici, par exemple, on a une image où le granit, c'est la roche en blanc, elle est incluse dans la roche de basalte en noir. Donc, la roche de granit, selon le principe d'inclusion, elle est plus ancienne que la roche de basalte. La même chose ici pour le gabbro et le granit. On a ici une inclusion de gabbro et ça, c'est la roche de granit qui est plus récente. On l'a schématisé ici dans ce dessin. Donc, ici, la couche contenante qui est en marron, elle est plus récente que les inclusions qu'on a en bleu qui sont bien sûr plus anciennes. On arrive maintenant à la deuxième activité sur la datation relative qui repose maintenant sur le principe d'identité paléontologique. Et on commence par la notion de fossile parce que quand on dit paléontologie, c'est l'étude des fossiles comme on a dit dans le premier chapitre. C'est quoi premièrement un fossile? C'est le reste ou la trace d'un animal ou d'un végétal. Il peut être une coquille, une carapace, un os, une dent, une graine, des feuilles qui s'est enfui et conservé dans une roche sédimentaire. Donc, on a ici plusieurs images de fossiles. On voit ici un fossile de végétal, ici un fossile de dinosaure, de poisson, et ici c'est la coquille d'un organisme marin. Et on a deux types de fossiles. Les fossiles stratigraphiques qui sont utilisés comme indice sur l'âge des formations géologiques. Le fossile, quand il est utilisé comme stratigraphique, il nous donne l'âge des formations géologiques, c'est-à-dire le temps géologique ou bien l'ère, la période d'étage géologique au cours duquel s'est formée une strate ou une couche sédimentaire. Et il y a les fossiles de faciès. Ils nous permettent de donner des indications sur les conditions des milieux de sédimentation, c'est-à-dire son climat, sa profondeur, sa salinité, etc. Donc, les fossiles de faciès sont des marqueurs des conditions du milieu et les fossiles stratigraphiques nous donnent l'âge des formations géologiques. Bien sûr, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est le fossile stratigraphique parce qu'on va l'utiliser pour la datation relative. C'est quoi le fossile stratigraphique? C'est un fossile caractéristique d'une période géologique ou une époque géologique délimitée dans le temps. Puisqu'on a dit il nous donne l'âge des formations géologiques, c'est-à-dire il doit être caractéristique d'une époque géologique donnée. Il permet de dater aisément là ou les couches dans lesquelles il se trouve. Les caractéristiques d'un bon fossile stratigraphique. Un bon fossile stratigraphique, c'est-à-dire un fossile qui va nous donner des résultats fiables, qu'on peut utiliser sans se tromper. Il doit avoir une grande extension géographique, ce qui permet d'établir des corrélations à plusieurs endroits éloignés du globe. C'est-à-dire, ce fossile stratigraphique, il doit se trouver dans plusieurs régions, dans différents continents, dans différentes régions, bien sûr très éloignées dans le globe. Il doit avoir une courte durée à l'échelle des temps géologiques, c'est-à-dire avoir une étendue verticale limitée. Pourquoi on dit une étendue verticale? Verticalement parce qu'on parle de l'échelle géologique et les temps géologiques, ils sont répartis de façon verticale comme on va voir après dans l'échelle stratigraphique. Par exemple, si on prend le trilobite, c'est un fossile stratigraphique, on voit qu'il est apparu à moins 550 millions d'années, c'est-à-dire 550 millions d'années auparavant, dans le passé, et il a disparu à moins 45 millions d'années. Et ici, il était bien développé dans cette partie-là, c'est-à-dire au cours de l'ère primaire. Alors que pour les ammonites, ces fossiles, ce sont des restes, bien sûr, d'êtres vivants qui sont apparus à peu près vers la fin de l'ère primaire et ont disparu vers la fin de l'ère secondaire. Ces ammonites et ces trilobites ont une étendue verticale qui est limitée. L'ammonite est limitée à l'ère secondaire et les trilobites sont limités à l'ère primaire. Donc c'est ça la courte durée à l'échelle des temps géologiques. Bien sûr, quand on parle d'une courte durée au niveau des temps géologiques, on parle des millions d'années. Aussi, ce bon fossile stratigraphique, il doit avoir une forte abondance, il doit être très abondant sur la surface de la Terre
et aussi il doit avoir une évolution rapide. Prenons maintenant un exercice qui va nous permettre de mieux assimiler la notion d'un bon fossile stratigraphique. Donc on a dans ce tableau la répartition géochronologique, c'est-à-dire au cours des temps géologiques, et géographique de quelques fossiles retrouvés dans les gisements phosphatés de Ouled Abdoun. Vous vous rappelez les gisements phosphatés qu'on a déjà vus dans le premier chapitre de Ouled Abdoun. On a prélevé quelques fossiles qu'il y avait dedans, c'était surtout des dents de requin. Donc ces types de fossiles qu'on trouve, et on a plusieurs types de dents de requin comme fossiles, à savoir F1, F2, F3 et F4. Et on a pour chaque fossile sa répartition géochronologique et aussi les régions où on a trouvé ce fossile. On a 4 régions où on a fait notre étude, R1, R2, R3 et R4. Qu'est-ce qu'on nous demande? Premièrement, de comparer la répartition géochronologique et géographique des fossiles F1 et F2. Donc, on va étudier le F1 et le F3. On va voir pour chacun, premièrement, son étendue géochronologique, ou bien sa répartition géochronologique. Donc, le F1, il a vécu au cours de l'étage centonien, dans la période crétacée de l'ère secondaire, dans le maastrichtien aussi. Aussi, il a vécu au cours de l'étage montien de la période paléogène de l'ère tertiaire et aussi au cours du tanétien. Alors que pour le F3, il a seulement vécu au cours du tanétien de l'ère tertiaire. Donc, si on compare maintenant la répartition géochronologique, on voit que le F1, il a vécu pour de longues périodes. Il a vécu au cours de l'ère secondaire jusqu'à l'ère tertiaire. Alors que le F3, il est apparu au cours de l'étage tanétien et il a disparu juste après. Donc, on a une très brève durée de vie. Pour la répartition géographique maintenant, pour le F1, on le trouve seulement dans la région R1 et pour le F3, on le trouve dans les 4 régions étudiées. Donc, c'est une large étendue géographique. Voilà la comparaison de nos deux fossiles F1 et F3. Donc, F1, répartition géochronologique importante, longue durée à l'échelle géologique, c'est-à-dire une large étendue verticale. Toujours quand on parle de l'échelle géologique, on parle de l'échelle verticale, ou bien l'étendue verticale. Et on a une répartition géographique faible, parce qu'il se trouve seulement dans la région 1. C'est une petite extension géographique. Par contre, pour le F3, c'est tout à fait le contraire. Il a une répartition géochronologique faible, une très courte durée à l'échelle géologique et une étendue verticale limitée. Alors que pour la répartition géographique, elle est très importante parce qu'on le trouve dans les 4 régions étudiées. Donc, c'est une grande extension géographique. Alors, ces caractéristiques-là du fossile F3, elles nous rappellent quoi? Elles nous rappellent les caractéristiques du très bon fossile stratigraphique, c'est-à-dire le F3, c'est un bon fossile stratigraphique par rapport au F1. On parlera maintenant du principe d'identité paléontologique qui se base sur la composition en fossiles des strates géologiques. Ce principe nous dit que les couches sédimentaires contenant les mêmes fossiles stratigraphiques, bien sûr les bons fossiles stratigraphiques, sont considérés comme ayant le même âge. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on prend la strate C ici et la strate B' qu'on trouve là, elles sont très éloignées, plusieurs kilomètres. Ça, c'est une colonne stratigraphique A, et ça, c'est la colonne stratigraphique grand B. Des formations géologiques distinctes, puisque la strate C et la strate B' contiennent un fossile stratigraphique identique, on dit que B' et C ont le même âge. Donc, les deux strates C et B' ont le même âge car elles contiennent le même fossile stratigraphique qui est l'ammonite. Même si les deux colonnes sont très éloignées et aussi malgré la différence des caractères lithologiques. On voit différentes couleurs. Quand on donne une couleur différente ou bien un symbole différent à deux strates, cela veut dire qu'elles ont des faciès différents, c'est-à-dire des caractères lithologiques différents. On a un petit exercice intégré. On nous demande de donner la datation relative des strates formant les deux colonnes stratigraphiques X et Y et déduire la plus ancienne et la plus récente de toutes les strates données sur les deux colonnes. Qu'est-ce qu'on doit repérer premièrement? On doit repérer les fossiles stratigraphiques qui se trouvent dans ces deux colonnes X et Y. On a ce fossile, il se trouve dans la strate B de la colonne X et c'est le même fossile qui se trouve dans la strate H de la colonne Y. Puisque directement, selon le principe d'identité paléontologique, B et H contiennent le même fossile stratigraphique, donc B et H ont le même âge.
Continuons. D et K contiennent aussi le même fossile stratigraphique, donc elles ont le même âge. La même chose pour G et M. Même si toutes ces strates, que ce soit B et H, D et K, G et M, elles ont des faciès différents, des caractéristiques lithologiques différentes et elles sont très éloignées. On a 10 000 km d'éloignement entre les deux colonnes. On commence par le principe de superposition qu'on a déjà vu et on prend la colonne X. Quelle est la strate la plus ancienne et la strate la plus récente? Donc G, c'est la strate la plus ancienne et A, c'est la strate la plus récente au niveau de la colonne I. Pour la colonne Y, la strate P, c'est la plus ancienne et la strate H, c'est la plus récente. Continuons. Maintenant, selon le principe d'identité paléontologique, comme on a dit, les couches B et H ont le même âge, ainsi que les couches D et K et les couches G et M. La couche A, elle est plus récente que la couche H. Donc A, elle est plus récente que H. Pourquoi? Parce que B et H ont le même âge et A, elle est plus récente que B. Donc A, plus récente que B. Selon le principe de superposition, automatiquement A va être plus récente que H. Et si on prend maintenant cette strate P, elle est plus ancienne que M. Et M et G ont le même âge. C'est-à-dire, puisque P elle est plus ancienne que M, cela veut dire que P est plus ancienne que G. C'est ce qu'on a écrit ici. Donc, la couche la plus ancienne de tout ça, c'est P. Et la couche la plus récente de tout ça, c'est A. J'espère que vous avez bien assimilé toutes ces données et on se retrouve dans la prochaine séquence de notre deuxième chapitre et bon courage.